Eh bien, bonsoir. Ces images nous viennent de Paris où on s'apprête à fêter le retour au Titanic. Nous aurons le privilège ce soir d'assister au grand moment d'expédition qui s'est rendu à l'épave. Expédition qui a permis de remonter plus de 800 objets, dont le coffre-fort du commissaire adjoint qui sera ouvert un peu plus tard dans la soirée. Nous reviendrons par la suite en studio ici à Montréal avec des spécialistes de la question. Mais pour l'instant, retrouvons à Paris Telly Savalas. Welcome to Paris. Bienvenue à Paris, où vous vivrez la plus grande aventure de votre vie. Par une froide nuit de 1912, le paquebot du service royal des postes, le RMS Titanic, le plus grand transatlantique de l'heure, heurte un iceberg au cours de son voyage inaugural à New York et s'enfonce dans les profondeurs de l'Atlantique par 4000 mètres de fond. Sur les 2207 personnes à bord, 1502 périrent. C'était la pire tragédie maritime survenue en temps de paix. C'était aussi la fin d'une époque et le début d'une légende. Les 705 survivants, certains dans des canots de sauvetage, d'autres agrippés à des débris flottants, assistèrent avec horreur au naufrage de l'énorme vaisseau qui brillait de tous ses feux presque jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il plonge dans l'abîme. Lorsque le Titanic disparut en cette froide nuit d'avril, personne n'osait penser qu'on en retrouverait un jour la trace. Et pourtant, vous serez ce soir de l'expédition. Vous pourrez revoir le Titanic au cours d'une plongée spectaculaire avec la meilleure équipe de plongeurs en eau profonde au monde, les experts de l'Institut français de recherche pour l'exploration de la mer, IFREMER. Vous plongerez avec eux à bord de leur sous-marin jusqu'au Titanic. Vous trouverez des objets qui sont restés au fond de la mer pendant 75 ans. Nous trouverons de nouveaux indices qui nous expliqueront pourquoi le Titanic a coulé. Nous retrouverons le coffre et les mallettes, ainsi que leur contenu. Restez avec nous. L'équipe d'étoiles Chrysler s'attaque à la compétition avec des rabais chèques directement de Chrysler. 750 $ sur plusieurs modèles 88 et quelques 87 encore en stock. Des Lancer, des GTS, la nouvelle Le Baron coupé et encore 500 $ sur la voiture K. Les camions Dodge, incluant les Dakota et les Ram Charger, sont aussi de la partie. L'équipe Chrysler attaque en plus avec des rabais chocs jusqu'à 1100 $ pour le choix, pour la garantie et pour une valeur sûre. Voyez un concessionnaire de l'équipe Chrysler sans tarder. La troupe folklorique V'là le bon vent et son entrain communicatif. Un spectacle dans la meilleure tradition des fêtes. Joyeux et coloré à souhait. V'là le bon vent. Voilà une bonne soirée à passer au son des plus belles voix du Québec. Dimanche, 23h. L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Lâchez-moi! Taisez-vous. Pendant 4 soirs consécutifs, une rafale de meurtres et des enquêtes serrées avec le plus célèbre de tous les détectives ou l'inimitable Miss Marple. Suivez cette série d'intrigues policières tirées des romans d'Agatha Christie. Oh, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de venir ici ce soir à l'occasion de vos débuts à la télévision. De Radio-Québec. Je vois rien, maman. T'en fais pas, elle manquera pas. Le passage près de chez vous du flambeau olympique vous réserve des moments exaltants. Soyez de la fête. Tous ensemble, cœur à cœur, on y va avec bonheur. Fêtons la flamme
Chacun a ses raisons de boire de façon réfléchie, de décider dès le départ de prendre le taxi ou l'autobus pour se rendre à une fête, de se rappeler qu'il y a un moment et une place pour boire, et de ne jamais oublier qu'il y a des êtres chers qui comptent sur nous. Tout le monde a ses raisons. Pensez aux vôtres. Le premier document que nous allons voir est consacré à l'histoire du Titanic. Réellement différent des Nous sommes autres alors navires, à l'époque de l'explosion industrielle, de l'apogée de l'Empire britannique sur lequel le soleil ne se couche jamais. C'est cette époque qui a donné le Titanic. Jamais l'homme n'avait produit une construction d'une telle dimension. Suivront les grands moments d'expédition qui ont permis de remonter à la surface plus de 800 objets. Nous aurons alors le privilège de voir des images exceptionnelles prises à 4000 mètres sous l'Atlantique, 7 fois la hauteur de la tour du CN à Toronto. Puis, nous reviendrons en studio avec des spécialistes. Nous débattrons alors des positions qui opposent actuellement ceux qui auraient voulu qu'on laisse l'épave en paix, pour qui le prélèvement d'objets constitue un pillage, de la profanation, et ceux qui préfèrent récupérer, traiter et exposer ces mêmes objets. Enfin, nous arriverons au point culminant qui consiste à ouvrir le coffre-fort. Point culminant pour certains, du moins. Coffre-fort du commissaire adjoint. Mais tout d'abord, parlons du Titanic lui-même. Il était réellement différent des autres navires. C'était le plus grand, le meilleur, le plus luxueux. Ajoutez tous les superlatifs que vous voudrez, ils s'appliquent tous. Mais surtout, le Titanic avait la réputation d'être insubmersible. Pourtant, cette nuit froide d'avril, l'impensable se produisit et ce navire insubmersible sombra. Voici donc l'histoire du Titanic, de ceux qui l'ont bâti et ceux qui ont pris part à sa première et tragique traversée. La plupart des gens qui habitaient ces demeures élégantes au tournant du siècle sont aujourd'hui disparus. La grâce de ces résidences des quartiers de Mayfair et de Belgravia à Londres nous rappelle qu'à la belle époque, la puissance et le pouvoir étaient aux mains d'une classe très restreinte et très privilégiée. Il ne faisait aucun doute dans l'esprit des gens qui habitaient ici que la Grande-Bretagne était la maîtresse des mers. Et la Grande-Bretagne, c'était eux. Et personne ne songeait à quitter ce quartier. Au tournant du siècle en Angleterre, les riches menaient la belle vie. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé cette époque la Belle Époque. On dirait que le seul qui soit en train de perdre la course soit le cheval supplanté par des tacos tousseteux et des tramways fatigués qui prennent toute la place dans les rues. La révolution industrielle cède le pas à une nouvelle révolution technologique. Le culte de la technologie est devenu aussi anglais que la cérémonie du thé. L'une de ces résidences londoniennes joue un rôle particulièrement important dans l'histoire de la vie et de la mort du Titanic. Elle s'appelle Downshire House. Cette maison est située dans le quartier londonien huppé de Belgrave Square. En mai 1907, on y donnait un important banquet. C'était alors la demeure de Lord William James Perry, président du conseil de la Harland & Wolff, l'un des plus grands constructeurs navals de Grande-Bretagne, qui construisait depuis plusieurs années les navires de la célèbre White Star Line. L'invité d'honneur à ce banquet était justement le président de la White Star Line, M. Bruce Ismay. Avant la fin de la soirée, les convives s'étaient entendus sur la construction d'une série d'énormes transatlantiques, en comparaison desquels les autres navires ressembleraient à des jouets. Ces paquebots seraient d'une élégance, d'un confort et d'une taille sans pareille. Les deux premiers gigantesques bâtiments s'appelleraient l'Olympic et le Titanic et seraient construits ici, au chantier naval de la Harland & Wolff à Belfast, en Irlande. Les vertes collines de Belfast produisent encore une armée de constructeurs de navires que la compagnie Harland & Wolff met à l'œuvre depuis 125 ans dans son chantier de Queen's Island. C'est là que l'Olympic, le Titanic et plus tard le Britannic furent construits. En mars 1909, les portiques des grues qu'on avait élevées expressément à cette fin dominaient les chantiers de Belfast où la construction du premier bâtiment, l'Olympic, était déjà bien avancée.
À ses côtés, la construction de son frère jumeau, le Titanic, progressait également. Ces deux transatlantiques étaient si énormes qu'ils occupaient un espace normalement utilisé pour la construction de 3 navires. On n'y met que ce qu'il y a de meilleur et souvent de plus gros. Tout dans ces navires, que ce soit les bordages de 9 mètres en acier renforcé ou les machines alternatives de 3 étages de haut, tout est à la fine pointe de la technologie. La construction de ces géants à double fond et à 3 hélices les rend insubmersibles. Lord Perry et Bruce Ismay ne font rien pour empêcher le public de croire que ces transatlantiques sont effectivement insubmersibles. Au printemps de 1911, 15 000 hommes travaillent au chantier de la Harland & Wolff et la construction des 2 premiers bâtiments est presque terminée. Le Titanic, qui jauge 46 000 tonneaux, est devenu le plus gros objet mobile fabriqué par l'homme. Si on le dressait debout, ce navire serait encore plus haut que le gratte-ciel le plus élevé de l'époque, l'édifice Woolworth à New York. Chaque maillon de sa chaîne d'ancre pèse 80 kilos. Il a fallu se servir d'un attelage de 10 chevaux pour transporter son ancre dans les rues de Belfast. Nous sommes le 31 mai 1911. Plus de 100 000 personnes sont venues assister au lancement du Titanic. Pensez-vous alors qu'on avait fracassé une bouteille de champagne sur les trappes du Titanic le jour de son lancement? Eh bien non. Conformément à la tradition de la White Star Line, les navires ne sont jamais baptisés, pas plus le Titanic que les autres. À 12h13, on s'est contenté d'actionner un levier et en 1 minute, le Titanic a glissé majestueusement dans le fleuve Lagune qui coule à Belfast. Un petit garçon qui assistait au lancement ce jour-là allait un jour produire le plus grand film qui soit sur le Titanic. Écoutons le producteur du film Night to Remember, William McQuitty. C'était un spectacle des plus impressionnants. J'étais alors un petit garçon, j'avais 6 ans, et en voyant cet énorme bâtiment glisser dans la mer, j'avais l'impression que c'était moi qui reculais, et non le navire. C'est alors que la foule s'est mise à applaudir. Il y avait des milliers d'hommes, des ouvriers qui applaudissaient. Le grondement des gigantesques chaînes qui glissaient, puis le bruit du navire entrant dans l'eau. Je n'ai jamais oublié ce spectacle qui m'a fait une impression extraordinaire. En 1898, un écrivain américain, Morgan Robertson, avait écrit un roman intitulé « Futilité » à propos d'un très grand navire. Le navire de M. Robertson mesurait 240 mètres de long, le Titanic 270. Son navire avait 3 hélices, le Titanic 3. Son navire pouvait atteindre 25 pneus, le Titanic aussi. Son navire pouvait transporter 3000 passagers, tout comme le Titanic. Son navire avait 2000 personnes à son bord, le Titanic 2208. Son navire était doté de 24 embarcations de sauvetage, le Titanic 20. Dans le roman de Robertson, le navire heurte un iceberg au mois d'avril et sombre, entraînant la perte de nombreuses vies. Robertson publia son roman 14 ans avant le naufrage du Titanic. Et comment avait-il baptisé son infortuné navire? Le Titan. Au lancement du Titanic, l'un des dignitaires les plus importants était le financier américain J. Pierpont Morgan. C'était un milliardaire, comme plusieurs. M. Morgan avait un intérêt personnel envers le Titanic. En fait, on pouvait dire qu'il détenait des intérêts majoritaires. Il avait tellement d'actions de la société américaine à laquelle appartenait la White Star Line que le Titanic aurait pu être un navire américain. M. Morgan allait plus tard changer d'idée et annuler ses réservations pour le voyage inaugural du Titanic. Chez Harland & Wolff, on voulait non seulement que le Titanic soit luxueux, mais aussi unique. On y trouvait même un café français pour donner à ce navire déjà très élégant encore plus de panache. L'une des rescapées, qui n'était âgée que de 7 ans à l'époque, a néanmoins conservé un vif souvenir de ce navire, Madame Evart. C'était un très beau navire. Comme je n'avais encore jamais pris le bateau, je n'aurais pas pu dire à l'époque ce qu'il y avait de spécial. Je n'avais pas de point de comparaison, mais j'ai vu tellement de navires depuis que je sais maintenant qu'il était très beau. Il était vraiment ravissant. Edith Eisman, elle, avait 15 ans lorsqu'elle prit place à bord d'une embarcation de sauvetage pour quitter le navire en perdition. Elle aussi se souvient très bien du Titanic. Oui, c'était vraiment un très beau navire
avec de magnifiques escaliers. Et c'était aussi beau en seconde classe qu'en première. De belles tables et de magnifiques tableaux suspendus au mur. Et puis, il y avait des piscines et des gymnases et un terrain de jeu pour les enfants. C'était vraiment un palais flottant. Pour compléter l'aménagement de ce navire, il avait fallu 7 500 000 $, ce qui de nos jours correspond à 90 millions de dollars. Le 2 avril 1912, le Titanic se prépare enfin à quitter Belfast pour ses premiers essais. Ce n'est que sur des peintures qu'on voit la fumée s'échapper de la 4e cheminée. En fait, elle était fausse et ne servait qu'à la ventilation. À la White Star, on sait que le public associe la puissance au nombre de cheminées d'un navire. Il est malheureux qu'on n'ait pas dépensé cet argent pour acheter des embarcations de sauvetage. Parlons maintenant des embarcations de sauvetage. À l'origine, on en avait prévu 64, puis on ramena ce nombre à 32 et enfin à 16. On y ajouta cependant 4 embarcations pliantes en toile. Après tout, se disait-on, à quoi pourraient bien servir des embarcations de sauvetage sur un navire insubmersible? En partant de Belfast à destination de l'Angleterre, on découvre un feu qui couve dans une soute à charbon. Comme nous le verrons ce soir, ce feu pourrait avoir une grande influence sur notre histoire. Le Titanic est commandé par le capitaine E.J. Smith, qui a retardé le moment de prendre sa retraite pour pouvoir diriger ce navire dans son aller-retour inaugural à New York. Avec sa barbe blanche, sa belle prestance et son air d'autorité, le capitaine Smith incarne parfaitement le modèle du commandant britannique. Le Titanic ne mouilla au quai 44 du port de Southampton qu'une seule fois pour prendre des provisions et des passagers lors de son voyage inaugural. Pendant 5 jours avant que les passagers n'arrivent, le Titanic allait être le centre d'une activité effervescente. On engage des membres d'équipage à la douzaine, des chauffeurs, des soutiers, des cuisiniers et des garçons de restaurant. Le capitaine Smith n'engage que le meilleur personnel de Southampton. Pour les passagers anxieux qui attendaient le départ du Titanic le 10 avril 1912 fut long à venir. Mais au lever du soleil, en cette journée mémorable, la ville entière de Southampton débordait d'enthousiasme. Enfin, le jour du départ. La haute société est là pour prendre place à bord de ce palais flottant. Parmi les passagers, signalons ce couple, M. Isidore Straus, le fondateur de Macy's, et sa femme Ida. Le colonel John Jacob Astor, l'un des hommes les plus riches aux États-Unis. Le magnat des mines Benjamin Guggenheim. Madame Brown, une millionnaire de Denver au langage cru et très coloré. Ses amis l'appellent Molly. Les Cardessa de Philadelphie arrivent avec armes et bagages. Ils n'ont avec eux qu'un valet et une bonne, 14 malles, 4 valises et 3 caisses de bagages. On estime que la fortune collective des passagers de la première classe se chiffrait à 3 milliards de dollars. Tout ce beau monde à bord était enthousiaste à l'idée de ce voyage. Madame Eva Hart, pourtant, se rappelle des craintes de sa mère. J'avais beau être jeune, je savais qu'il se passait quelque chose, parce que ma mère était inquiète à l'idée de partir. Elle avait une prémonition qu'elle ne pouvait préciser. De toute façon, nous ne devions pas partir à bord du Titanic. Nous avions des réservations sur le Philadelphia, mais à cause d'une grève dans les mines de charbon, ce navire ne pouvait pas appareiller et nous avons été embarqués sur le Titanic. Tout le monde trouvait que c'était une chance extraordinaire. C'est alors que les appréhensions de ma mère commencèrent à s'aggraver. Elle dit à mon père, « Je pense que je sais ce qui me fait peur. » Il lui répondit, « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Elle répliqua, « C'est parce que les gens disent que ce navire est insubmersible. » Alors il l'a pris dans ses bras, je me souviens de cette image très clairement, et lui dit, « Non, ma chérie, ce navire est vraiment insubmersible. » Justement, dit-elle, « Il me semble que c'est lancer un défi à Dieu et c'est pour cela que j'ai peur. » Un peu avant midi, la sirène retentit 3 fois comme le veut la tradition. C'est le départ. Après avoir fait escale à Cherbourg pour prendre des passagers, on se dirige vers l'Irlande pour une dernière escale à Queenstown avant la traversée. Parmi les passagers qui montent à bord à Queenstown, très peu sont des notables.
Il voyage en 3e classe dans le fond du navire, près du mécanisme du gouvernail, dans la section la plus économique. Il y a davantage que des cloisons étanches entre eux et les Astor ou les Guggenheim. En voyant l'Irlande disparaître dans la brume, leurs espoirs et leurs rêves se tournent vers le Nouveau Monde. Les passagers n'ont pas le temps de s'ennuyer. Le Titanic avait à son bord un des meilleurs orchestres au monde. Grâce à son prestige, le nouveau transatlantique avait attiré les meilleurs musiciens de l'époque. Le ragtime faisait alors fureur des deux côtés de l'Atlantique. On se souviendra d'Irving Berlin et de son Alexander's Ragtime Band. Mais à bord, on jouait aussi une valse très populaire à Londres, intitulée Automne. Les vigies du Titanic avaient été prévenus du danger constant que représentaient les glaces flottantes. À minuit, moins 20, le 14 avril, le Titanic est secoué par un très faible choc. Sur le pont, les passagers n'ont aucune idée de ce qui se passe sous la ligne de flottaison. What is it? Iceberg, sir. I put her hard to starboard and reversed the engines, but she was too close. I splashed my drink. Yes, I saw it. Huge thing. Shut up. You don't know the first thing about it. Stop the gun and get the fire stuff. Nothing to see up on deck. I'm going back to bed. Good night. Good night. It's my birthday today as well. What have we stopped for? There's talk of an iceberg, ma'am. We are in a precarious position. We must be prepared to abandon ship. Eva Hart se rappelle ce qui s'est passé par la suite. Je me souviens de ma mère qui m'a réveillée et de mon père qui grognait. Il me prit dans ses bras, m'enveloppa de couverture et m'amena sur le pont des embarcations. Les gens étaient encore très calmes à ce moment-là. L'accident venait de se produire. Il n'était que minuit moins 10 à cette heure. Il y avait encore de la lumière, de la musique et des gens. À minuit, le capitaine Smith réalise l'ampleur de la tragédie. En l'espace de quelques secondes, son navire a été mortellement touché. En dépit de son double fond, de ses portes étanches, de ses cloisons compartimentées, en dépit de tous les artifices de ses constructeurs, le Titanic sera au fond de l'eau en moins de 3 heures. Le capitaine Smith sait également que son navire transporte des embarcations de sauvetage pour à peine la moitié des passagers. À minuit 30, le capitaine Smith ordonne de faire monter les passagers à bord des embarcations de sauvetage. Les femmes et les enfants d'abord. Bertram Dean n'était qu'un enfant en cette nuit fatidique, mais il se souvient de ce qu'a fait son père. Mon père nous a aidés à monter dans les embarcations de sauvetage. Et puis c'était les femmes et les enfants d'abord. Il a dit alors salut, à bientôt. Nous ne l'avons jamais revu. On envoie d'urgence des signaux de détresse. D'autres navires se trouvent dans les parages. Le Californian est immobilisé dans les glaces à moins de 10 000 $. Aucune réponse. Son radiotélégraphiste est allé se coucher. C'est la première fois dans l'histoire qu'un transatlantique lance un SOS. Quelques minutes plus tard, le paquebot Carpathia télégraphie qu'il est à 58 000 $ et s'en vient à toute vapeur. Toujours aucune réponse du Californian, pourtant tout près de là. À 2h20, le 15 avril 1912, le Titanic s'enfonce silencieusement dans l'eau. Il y a eu des actes de bravoure aussi bien que de lâcheté dans les embarcations de sauvetage la nuit du naufrage du Titanic. Mais personne sur l'océan cette nuit-là ne fit preuve de plus de courage que Molly Brown. Pendant qu'on mettait les canots à la mer, Mme Brown marchait d'un pas alerte sur le pont, un manteau de zibeline sur les épaules, quand soudain quelqu'un l'agrippa et la jeta dans l'embarcation de sauvetage numéro 6 qu'on mettait à la mer. Plus tard, alors que retentissaient les appels à l'aide des gens qui se noyaient autour d'eux, elle se querella avec le quartier-maître terrifié qui commandait l'embarcation. Elle voulait qu'il vire de bord et laisse embarquer les nageurs en difficulté.
mais il refusa, craignant d'être submergé par les rescapés un peu plus tard. Abandonnant tout espoir, il dit aux passagers qui se plaignaient du froid de cesser de ramer. Molly Brown en avait assez. Elle prit les choses en main et ordonna aux autres de continuer de ramer. Le quartier-maître lâcha la barre et voulut protester. Mme Brown lui dit alors que s'il ne s'asseyait pas immédiatement, elle le jetterait par-dessus bord. Le quartier-maître reprit sa place. Mme Brown retira sa cape de zibeline et en enveloppa les jambes d'un matelot blessé qui gisait au fond de l'embarcation. Puis elle se remit à ramer dans la nuit et son histoire fit l'objet d'une comédie musicale à Broadway intitulée « L'insubmersible Molly Brown ». Le titre était bien choisi. Pendant ce qui a dû paraître une éternité, le Carpathia naviguait à toute allure parmi les glaces de la banquise. Il recueillit finalement les premiers survivants peu après 4 heures du matin. Sur les 2207 personnes, passagers et équipages, qui se trouvaient à bord du Titanic, le Carpathia réussit à en sauver 705. Pour les 1502 qui ont péri, il arrivait 2h30 trop tard. Le naufrage du Titanic commença par une petite secousse finalement. Mais cet impact fit trembler le monde et l'on en ressent encore le contre-coup. Rien ne serait plus jamais pareil. Les journaux du monde entier se mirent à annoncer la catastrophe avec autant d'incrédulité que de confusion. Des deux côtés de l'Atlantique, parents et amis assiégeaient les bureaux de la White Star dans une attente où alternaient désespoir et espoir et où chacun priait pour que les nouvelles soient bonnes pour eux. Le monde ne connaîtrait pas la vérité avant plusieurs jours. À Southampton, d'où plus de 800 des membres d'équipage du Titanic étaient originaires, des quartiers entiers ressentaient le choc et la douleur. 580 marins avaient péri. Dans cette école primaire de Southampton, 125 enfants venaient de perdre un parent. L'incrédulité générale fit bientôt place à un chagrin universel. À l'église St. Mary's, des centaines de personnes assistèrent au service célébré à la mémoire des disparus. Une plaque en l'honneur de l'équipage du Titanic commémore encore l'événement de nos jours. Notre autre Télé Savalas est au musée de la Villette à Paris, un musée dont l'architecture, comme celle de la Tour Eiffel ou du centre Georges Pompidou-Beaubourg, a suscité beaucoup de controverses. Voici donc le musée de la Villette. À la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, on se sert de nouvelles technologies dans une architecture révolutionnaire pour exposer les plus récentes découvertes scientifiques. On peut y voir un modèle grandeur nature du sous-marin Nautile de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Il est aussi difficile de descendre à 4000 mètres sous les flots que de se rendre sur la Lune. Nous nous apprêtons maintenant à suivre l'équipe d'Ifremer dans son expédition. Nous verrons comment le Nautilus, ce sous-marin des profondeurs, arrive à récupérer des objets d'une valeur inestimable entre les deux morceaux du navire éventré. Nous nous apprêtons à suivre l'une des plus fascinantes expéditions sous-marines du siècle.
story of the return to the Titanic is an enthralling one. Cette aventure qui nous amène au retour du Titanic comporte tous les éléments d'un récit captivant. L'expédition se déroule à 12 500 pieds sous les flots imprévisibles de l'Atlantique Nord, mais c'est ici qu'elle commence, sur le pont du Nadir, le bateau de recherche de l'Ifremer. Une équipe multinationale d'océanographes participe à ces opérations. Il s'agit d'étudier et de photographier les restes du tristement célèbre paquebot dans le but de découvrir les secrets qu'il nous cache depuis plus de 75 ans et aussi de récupérer les inestimables reliques enfouies dans son amoncellement de débris pour qu'elles puissent être étudiées et préservées. Près du Nadir se tient l'abeille, un gros navire jaune qui non seulement abrite et ravitaille l'expédition, mais dont l'équipage s'occupe surtout de lancer et de récupérer les paniers de recouvrement, une tâche particulièrement dangereuse. Ce vaisseau, le Nadir, est tout simplement le navire principal. Ce qui semble à première vue n'être qu'un petit sous-marin jaune s'appelle le Nautil. Il est en réalité le submersible de grande plongée le plus complexe et le plus sophistiqué du monde. Il a maintenant 2 ans. Il n'a que 25 pieds de long et 15 pieds de haut. Il a fallu 7 ans pour le concevoir et 20 millions de dollars pour le construire. Voyons un peu l'avant de cet extraordinaire sous-marin. C'est là que pratiquement tout se passe. Les membres de l'équipage regardent à l'extérieur par ces 3 hublots et de là peuvent opérer les 2 bras électriques qui sont utilisés pour récupérer une large gamme d'objets. Certains pèsent une centaine de livres, d'autres sont aussi légers qu'une tasse de thé. Maintenant, au-dessous de ces bras se trouve un petit panier dans lequel sont placés certains des plus petits objets. Les membres de l'équipage excellent tellement à manipuler ces bras qu'on dit d'eux qu'ils pourraient même enfiler une aiguille au fond de la mer. De plus, le Nautil est équipé de tout un ensemble de caméras très sophistiquées et un système d'éclairage de 4000 watts, un des plus puissants. Sous tous ses aspects, il est incroyable. Parmi les dirigeants de l'expédition et les experts à bord se trouve le capitaine Carenfleck, commandant en chef de l'expédition. Le capitaine Norgelet, qui commande le sous-marin Nautil. Le professeur McInnes, l'un des plus grands experts au monde en océanographie. Ralph White, expert de plongée en profondeur et officier responsable des opérations du sous-marin. Maintenant que les plongeurs sont à bord, on se prépare à lancer le Nautil. Si les navigateurs ont bien calculé, le Titanic se trouve juste en dessous. Voici la passerelle du Nadir, centre nerveux de cette expédition et quartier général de l'exploration sous-marine. À l'arrière se trouve le centre de communication, le lien entre le navire Gigong et le Nautil. Équipé des postes de radio, radar et sonar les plus perfectionnés et de systèmes assistés par ordinateur, ce centre maintient un contact permanent avec le submersible.
On peut même suivre la progression au fond de l'océan à 12 500 pieds de profondeur, c'est-à-dire 2 000 et demi. À mesure qu'il descend, le Nautilus pénètre dans un monde où règne une obscurité totale, un silence absolu. Par 12 500 pieds de fond, la pression atteindra le niveau incroyable de 6 000 livres au pouce carré. Au cœur du Nautilus se trouve une sphère de titane de 7 pieds de diamètre. Entassés à l'intérieur, 3 plongeurs et une foule d'appareils de guidage, de navigation et de communication. Le copilote et l'observateur sont allongés alors que le pilote est assis. Tous trois regardent par les hublots à travers une vitre de 1 pied d'épaisseur. Avant la plongée, le commandant Nargelet et le photographe Ralph White préparent la mission. Le sous-marin va descendre ici et va manœuvrer vers l'étrave du Titanic. La plupart des opérations se déroulant autour de l'étrave. De petits dispositifs sonores appelés balises répondeuses qui émettent des signaux pulsés ont auparavant été placés au fond de l'océan. Le Nadir s'en sert pour se tenir très précisément au-dessus du Titanic, tout comme le Nautilus pour se diriger vers l'épave. Est-ce possible de remonter et de vérifier le pont aujourd'hui pour voir s'il y a des débris au-dessous du porte-à-faux? C'est un sentiment des plus étranges que de voir apparaître l'image fantomatique de l'étrave du Titanic qui surgit soudain de l'obscurité totale. Peu importe le nombre de fois qu'on a vu ce spectacle, ce que la puissance de la mer a fait à ce navire étonne toujours. En regardant en dessous, on aperçoit l'ancre auxiliaire à plat contre le mât de charge. En traversant le bastingage de bâbord, on voit les conduits des drisses et la chaîne de l'ancre. L'ancre de l'épave est presque complètement couverte par les rivières de rouille qui s'écoulent des manchons des cubiers. À l'aide d'une brosse, le bras robot du Nautilus balaie délicatement 75 ans de rouille accumulée sur la proue. La lettre A apparaît. Puis la lettre T. On le distingue à peine, mais le nom du navire est là. Des banderoles grotesques constituées de bactéries et de rouille courent le long du navire comme des rivières empoisonnées qui dévorent et détruisent le métal. Elles enveloppent l'épave comme des cordons de mousse entremêlés. En remontant à bâbord, on croise la chaîne de l'ancre et le pont principal autrefois en bois de teck, maintenant dévoré par des micro-organismes qui forent des trous dans le bois. Cette section de l'épave est la seule partie du Titanic qui soit demeurée à peu près intacte. Voilà tout ce qui reste de son ancienne majesté. Nous longeons le mât de misaine effondré jusqu'au poste de vigie. C'est d'ici que les deux matelots ont aperçu pour la première fois l'iceberg qui allait faire couler leur navire. En dessous se trouve une passerelle latérale que le mât a écrasée en s'effondrant. Plus loin, le long du mât, on arrive au point de jonction entre l'acier et le bois qui a permis de construire un si grand mât. Et ici, on aperçoit, tordu par le naufrage, un des bossoirs qui a servi à mettre les embarcations de sauvetage à la mer cette nuit-là. On ne peut s'empêcher de se demander si c'est celui qui retenait le canot de Molly Brown ou l'embarcation dans laquelle Mme Strauss a refusé de monter. Voici la timonerie du navire. Le gouvernail de bois a depuis longtemps été rongé par la mer.
Sous la passerelle de bâbord, un des transmetteurs d'ordre de manœuvre du navire. Celui qui se servait du Shadburn ce soir-là pour ordonner l'arrêt des machines arriva trop tard. Cette porte derrière la passerelle menait au poste des officiers de pont. En longeant le pont des embarcations par bâbord, on voit, encore une fois, à quel point la rouille et la décomposition ont fait perdre sa beauté à ce navire. Nous arrivons à l'endroit où la quille du vaisseau s'est cassée, brisée en deux comme une brindille, séparant l'immense section avant de la section arrière plus petite. Les différents ponts se sont effondrés les uns sur les autres, comme écrasés par un gigantesque coup de poing. Il est vrai que personne ne peut décrire avec précision ce qui s'est passé le soir où ce grand navire a sombré, mais l'épave nous fournira certains indices. Selon la théorie la plus courante, au moment de la collision avec l'iceberg, un trou béant s'est ouvert dans la coque du navire et des tonnes d'eau se sont engouffrées dans la cale avant. La proue, qui s'emplissait d'eau, s'enfonça de plus en plus, faisant émerger la poupe qui, elle, était remplie d'air. Le navire se mit à glisser vers l'avant en se tordant et les flancs du vaisseau se sont disloqués. La proue fut arrachée et sombra dans l'abîme. L'arrière du navire sembla alors se redresser, mais bientôt il se renversa pour s'enfoncer. Pendant que les deux tronçons du navire sombraient, les débris s'éparpillèrent dans le fond. Les deux parties du navire se sont déposées finalement à un peu moins d'1 mille l'une de l'autre. Entre les deux, un immense champ de débris. Dans ce champ de débris, l'une des colossales machines d'appoint. L'arrière du navire n'a rien de la beauté de l'avant. Ce n'est qu'un amas informe. La terrifiante force destructrice de la mer apparaît clairement dans cet amas de métal rouillé. Finalement, sous la poupe du navire, voici l'une des 3 énormes hélices du Titanic, visible pour la première fois depuis le lancement du navire, maintenant à demi enfouie dans la vase. On va pouvoir lire ce qui est écrit. Le fond de l'océan est jonché d'objets qui sont sortis du navire quand il s'est ouvert. Des bouteilles de champagne et de vin. On a changé. De loin. Ah oui, oui, oui. Bon, merci. Un réservoir en métal qu'on a d'abord pris pour un coffre-fort. Un vitrail provenant du salon de première classe. Et enfin, l'habitacle et le compas de la passerelle avant.
Le bras articulé du Nautil retire délicatement un lustre des débris. C'est pour ça que j'ai pas mis que sur le tout seul et je peux pas me laisser. Tu m'as mis serrage pince? Oui, tu l'as. Ça n'arrive pas à lever plus que ça, la banane? Le professeur Joe McInnes. Que ce soit en parole ou en écrit, cette expédition suscite la controverse. Mais vous auriez dû être ici pour comprendre tout ce qui s'est passé. Ces hommes ne sont pas des chercheurs de trésors. Ils en ont trouvé, oui, des objets de grande valeur. Mais l'atmosphère en est une de plongée pour connaître ce bateau et ramener du matériel, pour tenter de reconstruire toute son histoire. Et je pense que s'il y a des trésors, ils résident dans l'information et dans l'apport scientifique, ainsi que dans l'expérience que ces hommes ont vécue. Il était possible de placer les objets de petite taille dans le panier du Nautil. Mais pour le transfert des plus grosses pièces, il fallait se servir de corbeilles munies de balises répondeuses. Celles-ci étaient déployées près du lieu où le sous-marin effectuait des fouilles. Ça, c'est haut. Vas-y, c'est bon, pas plus haut. Bascule. Une fois arrivé au fond, le panier est agrippé par l'un des bras du Nautil et tiré jusqu'au site de travail. Le Nautil s'approche maintenant d'un des transmetteurs d'ordre de manœuvre de la passerelle arrière. Le dessus du Shadburn s'était séparé de l'épontille, mais les deux parties récupérées ont été rassemblées à la surface. Encore un peu à gauche. Voilà, il faut pivoter le poignet. Ok, c'est bon. Quand le panier est plein, on lui retire son ballast et il remonte à la surface. Les balises répondeuses guident l'équipe de récupération de la baie qui se rend à proximité de l'endroit où le panier fera surface. 1000 mètres. Immersion 1000 mètres, 1000 mètres. Des hommes grenouilles attachent un filet de sécurité. Ensuite, ils placent un filet sur le dessus du panier pour éviter que les petits objets ne soient emportés par la houle. Puis on arrime solidement le panier pour éviter qu'il ne s'écrase sur le bateau ou sur l'équipage. Un panier de 1500 livres qui ballotte pourrait gravement endommager les objets qu'il contient, sans parler des matelots qui pourraient se trouver sur son chemin. En regardant l'équipage français du Nadir et de l'Abeille en action, on ne peut s'empêcher de remarquer le travail d'équipe parfait. Alliant synchronisation et style, toute cette agitation garantit la sécurité et le succès de l'entreprise. Durant toute l'expédition, il n'y a pas eu un seul accident, pas un seul blessé, ni le moindre article perdu.
Cette pièce est un Shadburn. Cela servait à transmettre des ordres de la passerelle à la salle des machines. Comme vous pouvez voir, de la passerelle, le commandement a été arrêté. Il était donc évident qu'il n'y a pas eu de réponse. Les commandements n'ont pas été exécutés parce que l'indicateur était en position ralentie. Cette lampe de pont est faite de laiton massif. On peut voir encore à l'intérieur. La vitre est fêlée, mais la lampe est en bonne condition. Voici l'habitacle du compas qui était sur le pont arrière du Titanic. Vous avez ici l'indicateur du gouvernail du pont arrière. Vous avez tribord et bâbord. Ceci indique la position du gouvernail et c'est ici que la roue du bateau était attachée. Voici ce qui devait contrôler le gouvernail. Vous pouvez voir toute la puissance de la mer qui a littéralement sectionné cette pièce de métal et cisaillé tous les rivets qu'il rattachait à la passerelle de commandement. Elle s'est conservée en une seule pièce. La passerelle de commandement est maintenant complète. L'une des plus grandes surprises a été de découvrir ces piles d'assiettes étalées en éventail comme un jeu de cartes. Après plus de 75 ans au fond de la mer, on aurait dit qu'elles avaient été placées là le jour précédent. À l'aide d'un dispositif à succion au bout du bras robot du Nautil, on a réussi à recueillir intactes toutes les assiettes. Près du portail médiéval de Bargate, dans le vieux Southampton, nous avons retrouvé le fournisseur original de toutes les porcelaines de la White Star Line. Le magasin Stoniers existe encore. Son directeur général, M. John Fox. Il ne fait aucun doute que nous avons été le fournisseur du Titanic quant à sa vaisselle et à sa verrerie, qui sont demeurés dans un état remarquable. De toute évidence, le tout était emballé dans un coffre ou dans une caisse qui se serait décomposée. Le chef cuisinier aurait pu s'en servir pour cuisiner des œufs ou des spaghettis. Ces plats auraient pu être mis directement sur le feu. Voici qui est intéressant. Il s'agit d'une théière très décorative, comme on peut le constater d'après le couvercle. Je ne sais pas de quoi elle est faite, faïence ou porcelaine. S'il s'agit de faïence, en règle générale, on s'en servait dans les restaurants de niveau inférieur. En première classe, on avait toujours de la porcelaine fine. Je suis surpris qu'elle n'ait pas été abîmée sous l'eau. Elle semble aussi belle que le jour où elle a été mise sur le bateau. L'une des découvertes les plus intéressantes a été le coffre-fort du commissaire adjoint. C'était non seulement l'objet le plus lourd et le plus difficile à récupérer, mais c'était sans doute aussi celui qui avait la plus grande valeur. Pour le remonter à la surface, l'équipe du sous-marin a dû faire preuve d'ingéniosité et d'adresse dans le maniement des bras articulés. Les plongeurs se sont servis d'une élingue pour lever le coffre-fort et le déposer dans le panier juste à côté. Le pilote, le copilote et l'observateur ont dû faire preuve d'une grande coordination pour accomplir cet exploit. Ce fut une opération lente et délicate. Nadir de Nautil pour contact. Oui, reçu. Je vais vous demander... Quand le Nautil annonça que le coffre-fort était arrimé dans le panier, l'équipe de recouvrement à bord du Nadir entra en action. On lança les Zodiacs à la mer avec des hommes grenouilles. Tous regardaient la surface, cherchant à deviner où apparaîtrait le panier au terme de sa longue et dangereuse remontée à partir du fond de l'océan.
Une fois le panier en sécurité sur le pont, son contenu attira l'attention générale. Pour le protéger de l'air, le coffre-fort est immédiatement enveloppé et plongé dans l'eau douce. Le capitaine Rovark montre ici le médaillon du fabricant. Voici le médaillon fixé sur le coffre que nous venons de récupérer. Et comme vous pouvez le voir, il provient de Thomas Perry & Sons Limited, Bilstow. Maintenant que le coffre-fort est en sécurité à bord du navire, le Nautil amorce sa remontée de 2 heures jusqu'à la surface. Cette plongée, comme la plupart des autres, aura duré 12 heures. Des hommes grenouilles attachent des câbles de halage pour mettre le sous-marin en position de récupération. Cette expédition conjointe de 2 mois a créé entre ces Français et ces Américains des liens solides d'amitié et de camaraderie. L'Américaine Jennifer Carter fut la première femme à plonger jusqu'au Titanic. Par cette initiation, les Français l'accueillent dans leur club. Après les baisers, un shampoing aux œufs. Tout de suite suivi d'un seau d'eau de cale. Que boire maintenant? On n'a pas besoin d'être français pour aimer le champagne. Maintenant que cette expédition s'achève, voici le bilan de cet exploit. Le Nautil est descendu 32 fois à 12 500 pieds de profondeur et a passé un peu plus de 160 heures au fond de l'océan. On a pris des milliers de photos et on a enregistré l'histoire du Titanic sur 60 heures de bande vidéo. On a remonté plus de 900 objets qui seront examinés et analysés pendant des années. Des professionnels comme Marie-André Poliquin, la Banque nationale en compte 11 000, dont près de 600 succursales au Canada. Ces spécialistes vous aident à traiter vos finances personnelles ou vos affaires ici, partout en Amérique, en Europe et aussi en Asie. C'est avec des gens comme ça que nous grandissons dans le monde entier, solides. Allez, on va manger. La Banque nationale, faites-en votre force. Et super, ta banque. Une touche de crème, une touche de crème, comme un goût de velours pour toi que j'aime. Une touche de crème, une touche de crème, une touche d'amour pour toi que j'aime. Une touche d'amour, une touche de crème. Honnêtement, ce qui me procure le plus de jouissance intellectuelle, c'est la Sunbird GT. La Beretta a un moteur, des freins, un volant, des portes, c'est excitant. Se balader en sprint turbo, la radio au bout. Pout pout. Moi, les petites bosses à la Tempest, c'est capable d'en prendre. C'est-tu clair? Les gars, les v'là! Viens chez nous, ça roule. Les concessionnaires GM. Alors, Astérix, rien de spécial? Non. Ah, si! J'ai assommé 4 Romains. Ah bon? Dis, Obélix, tu viens manger le sanglier avec moi? Encore 2 menhirs à livrer et puis j'arrive.
Un vrai cadeau pour toi pendant les fêtes. Chaque jour, à 18h30, l'écran de Radio-Québec se transforme en super dessin animé. Regarde, des personnages qui vont t'entraîner dans des aventures palpitantes. Et attends, t'as pas tout vu? Je m'appelle Tintin. Nous le savons, nous le savons. Les Dupont. Désolé, Tintin, mais vous êtes en état d'arrestation. Oui, c'est le temps d'ouvrir ton ciné-cadeau à Radio-Québec tous les jours à 18h30. Ciné-cadeau, une présentation des rôtisseries Saint-Hubert, de Radio Cité FM 107 et son réseau Télémédia. Ah, Florence, excuse-moi, j'ai Bertrand au téléphone. Il pensait venir nous dire un petit bonjour. Avec Sabine, naturellement. Après plusieurs années d'une vie rangée, une femme éprouve le besoin d'improviser son avenir. L'aventure remplacera son mari, ses enfants, sa carrière. C'est joli ce que tu joues là. Voyez Richard Boringer et Marie-France Pizier dans L'Inconnu de Vienne, lundi 22h à Radio-Québec. L'arbre de Radio-Québec, encore vert, même si ses racines ont presque 20 ans. De plus en plus de branches, de plus en plus d'étoiles qui scintillent. Mais il garde toujours une dimension humaine. Joyeuse fête. En studio avec nous pour discuter des grandes questions soulevées par la découverte de l'épave il y a maintenant plus de 2 ans et le prélèvement d'objets par la suite. Tout d'abord, à ma droite, le commandant Yvon Revarque, qui a fait partie de l'expédition. On a pu d'ailleurs le voir dans le documentaire. Et également Robert Grenier, qui, lui, est chef du département d'archéologie subaquatique à Parc Canada. Monsieur Grenier qui a pris part à l'expédition qui a retrouvé l'épave du San Juan. C'est un bateau qui s'est échoué à Red Bay au Labrador en 1565. Et finalement, Monsieur Jean Bellil, qui, lui, est professeur à l'Université Concordia. C'est un spécialiste en histoire maritime. Merci tout d'abord, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Radio-Québec de prendre part à cette émission. Première question qui me vient à l'idée, comment se fait-il qu'on est réunis ce soir, c'est-à-dire 75 ans après que le Titanic soit échoué? Comment se fait-il, finalement, qu'on ait créé un mythe avec le Titanic? Peut-être l'historien, M. Bellil. Je pense qu'on pourrait parler, pour commencer, c'est que ce soir, c'est un événement médiatique. Puis probablement, le naufrage du Titanic, c'est peut-être le premier grand naufrage qui est presque arrivé en direct avec... C'était les débuts de la télégraphie sans fil, puis Marconi. Puis les gens de part et d'autre de l'Atlantique ont presque été mis au courant immédiatement du naufrage. Avant ça, ça prenait, règle générale, beaucoup plus de temps à passer. Mais maintenant, le lendemain, les gens ont su que le plus grand bateau du monde avait coulé avec tout le monde à bord, parce qu'on ne savait pas, il y avait plein de rumeurs. Et auparavant, ils avaient su que c'était le plus gros bateau du monde. Ah oui, on leur avait martelé ça à grand renfort de publicité dans les journaux, un peu partout. C'était le Titanic. C'est comme son nom l'indique. C'était le plus gros, le plus grand, comme vous l'avez déjà mentionné. Et on leur avait dit par ailleurs, comme vous l'avez fort justement souligné, on leur avait martelé, il est insubmersible. Ah, voilà. Donc, mais vous, commandant Revarque, qui faites partie de la firme Taurus, qui a financé, je pense, une partie des recherches en ce qui concerne l'épave, du moins la dernière partie qu'on a vue, qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à aller voir l'épave, à y ramener des objets? Est-ce qu'il n'y a pas cette partie mythe que vous avez exploitée aussi? Bon, le problème est relativement complexe. Il y a 2 aspects à cette question. Pourquoi est-ce que nous sommes allés sur le Titanic? D'abord parce que nous avons en charge, notre société Taurus International a en charge de commercialiser pour le compte de l'Ifremer tous les moyens de plongée profonde de l'Ifremer dans le monde entier, à l'exception des États-Unis. Donc un objectif commercial avoué. Absolument, tout à fait. Et il s'agissait de faire connaître au monde entier la qualité des engins de l'Ifremer, effectivement. Pour ce faire, eh bien, il fallait le faire savoir d'un seul coup à tout le monde, et donc réaliser une grande opération. Ça, c'est un des aspects de la question. Deuxième point de vue, la France avait été, l'Ifremer avait été absente de l'expédition 1986 pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, bien sûr. Mais enfin, la France avait été absente. Nous pensions que c'était un peu désolant, qu'il n'y avait aucun motif, puisque nous en avions la capacité. Et voilà, nous avons donc décidé de remonter complètement une opération Titanic toute neuve, en apportant autre chose que ce qui avait été fait jusqu'ici. Vous, Robert Grenier, est-ce que vous rêvez du jour d'avoir une épave aussi populaire que le Titanic pour vos recherches? Ben, en fait,
ce qui rejoint le public, ce qui atteint le public, comme en parlait Jean il y a quelques minutes, c'est vrai, c'est la fascination d'un événement aussi gigantesque que celui-là, et qui atteint à ce moment-là des gens qui vivent encore. Ma mère a connu cet événement, elle était présente. Moi, je ne l'étais pas, mais c'est vraiment la communication qui a fait qu'on a pu atteindre autant de gens. Quand le San Juan a coulé au Labrador en 1565, les parents des gens qui étaient à bord ou qui ont survécu, en fait, parce que personne n'ont su la tragédie que plusieurs mois plus tard. Et je crois que dans le Titanic, il y avait énormément d'éléments qui menaient à ce développement d'un folklore, il y a tout ce fait de navires insubmersibles, de frapper l'iceberg, le navire tout près qui était disponible mais qui ne savait pas que la tragédie était là, l'autre qui était trop loin, qui est arrivé trop tard, l'absence de canaux de sauvetage suffisants. Il y a toutes sortes de choses pour alimenter les discussions pendant des décennies par la suite. On a entendu lors des derniers jours, les jours qui ont précédé cette émission, des analogies, par exemple, faire le parallèle entre la navette spatiale aujourd'hui, au 20e siècle, et le Titanic. Pourquoi le Titanic et la navette spatiale, même combat, finalement? Ouais, parce que, enfin, à mon avis, en tout cas, c'est parce que il y a eu plus ou moins péché d'orgueil de l'homme face à la technique. À un moment donné, on croit maîtriser la technique, on croit la dominer. Bon, on est sûr de son coup. On a fait, pour ce qui concerne la navette, par exemple, 1 tir, 2 tirs, 10 tirs. Et ça devient, comme on dit, just routine. Hein, de la routine pure et simple. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on s'endort un peu sur ses lauriers. On est moins attentif. On prend moins de précautions. La relation avec le Titanic. Voilà. Et bien, le Titanic, c'est un petit peu ça. C'était une époque où on commençait, où on dominait. C'était une époque d'explosion industrielle lourde, extraordinaire. Ces paquebots en sont le témoignage. C'était des monstres d'acier, de puissance. On avait le sentiment qu'on allait dominer la mer, qu'on dominait tout. L'homme dominait tout. On apprenait même à voler à ce moment-là. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, tout à fait justement, on transmettait des signaux par voie radio. Alors bref, on dominait le monde. Et puis, on croyait que ça allait durer comme ça. Et c'était une erreur. Et on disait c'est insubmersible. Monsieur Grenier? C'était l'arrogance, quoi, pour laquelle on a payé cher. C'est un péché d'orgueil. Oui, mais est-ce que le fait aussi que des millionnaires de l'époque, ceux qui finalement dominaient l'industrie, est-ce que le fait que des millionnaires soient à bord, ça le jouait beaucoup dans la fabrication du mythe qui entourait le Titanic? Ah, ça, c'est certain, ça, parce que quand les plus riches, les plus hauts placés dans la société meurent dans un événement comme ça affecte beaucoup plus. C'est un événement, on n'a qu'à regarder les journaux aujourd'hui. C'est pas M. X qu'on va s'intéresser pour sa mort, mais si un millionnaire décède, automatiquement, Howard Hughes, on a un bel exemple. On l'a suivi pratiquement dans les derniers jours de sa vie. Un parallèle intéressant, je crois aussi, c'est la perte chez nous de l'Empress of Ireland, dans les eaux près de Québec, qui en fait était un désastre aussi grand que celui du Titanic et qui n'a pas reçu la même publicité. Évidemment, le Titanic avait pris la vedette déjà, mais aussi la destination était différente. L'autre à la New York, il y avait des gens riches de l'Empire américain ou de l'Empire britannique. Et tout ça a alimenté la publicité qui s'en est suivie. Le temps file, il y a une question très importante, et c'est une des raisons pour laquelle vous êtes ici en studio d'ailleurs, c'est la question de l'éthique. Il y a vraiment deux positions contradictoires qui évidemment s'opposent. Une première qui dit c'est un cimetière, on ne profane pas les cimetières. C'est un discours qui a été tenu entre autres par Robert Ballard, celui qui a découvert le premier l'épave. Et vous, les Français, qui dites, ben pourquoi? Finalement, ce sont des objets qui sont voués à une disparition. On est mieux d'aller les chercher, les rénover, et comme le Titanic appartient à l'imagination populaire, eh bien, de les montrer, de les exposer. Est-ce que tout le monde est d'accord ici? Sur la définition du sujet, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Quelles sont les positions de chacun là-dessus? Commençons par le commandant Revard. Vous êtes évidemment pour. Évidemment pour, bien sûr, sinon j'aurais pas été le leader de cette expédition et sinon notre société n'aurait jamais mis toute cette industrie en route.
Cela dit, vous avez cité le nom du professeur Ballard. Je me garderai de faire quelques commentaires que ce soit à son égard. On connaît les relations qu'entretiennent les Français avec nous n'avons, pour ce qui nous concerne, jamais fait aucun commentaire désagréable à son égard et nous reconnaissons tous ses talents scientifiques par voie de conséquence. No comment nous concernant. C'est bien dit. Ce point étant acquis, la question est de savoir si oui ou non, comme on nous en a accusé, nous avons profané une tombe ou pas. C'est bien ça la question. Nous précisons d'abord que nous n'avons fait que prélever des objets autour de l'épave. Aucun objet n'a été prélevé dans l'épave ou sur l'épave. Nous n'avons fait que collecter ce qui était à l'extérieur. Et ni plus ni moins que d'autres d'ailleurs, nous avons effectivement envoyé un petit robot à l'intérieur, mais enfin, bon, voilà ce que nous avons fait. Nous avons rapporté quantité d'images, etc., etc. Et puis alors, si on veut parler vraiment de profanation, moi je pose la question de savoir si l'étude acharnée des pyramides est une profanation des, comment dirais-je, de tombes ou n'en est pas une. Actuellement, des gens mettent un acharnement quasi thérapeutique à trouver la chambre de la reine dans la pyramide de Khéops. Et je pense, pour ma part, qu'une pyramide est singulièrement autre chose dans la mémoire collective humaine. C'est bien autre chose que l'épave d'un bateau. Et puis il y a 1000 exemples comme celui-là. J'ajouterais par ailleurs que curieusement, très rapidement, que très curieusement, bien qu'il y ait eu parfois des centaines de disparus dans des épaves, pour tout et autant qu'elles recèlent vraiment un trésor et qu'on veuille en faire commerce, à ce moment-là, on ne parle plus de profanation de tombeaux. Alors, je suis un peu inquiet quant à l'honnêteté de ces accusations. Donc, voilà. La position du commandant Rovarch est très claire. Finalement, est-ce que toute recherche archéologique n'implique pas nécessairement profanation? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à réagir? J'imagine pas. Bon, en fait, c'est vrai que le métier d'archéologue est celui, en un sens, de profaner des tombes et des sépultures. Sans ça, il y aurait très peu d'archéologie. La différence, je crois, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le commandant, c'est que pour nous, archéologues, une fouille doit se justifier par un besoin de recherche scientifique, archéologique, pour obtenir des connaissances. Et dans le cas du Titanic, nous n'avons pu jusqu'ici trouver une justification scientifique ou archéologique pour se rendre prélever ces objets. Il y a une question de méthodologie, de présence d'archéologues pour planifier cette opération, de conservateurs, qu'on pourrait discuter, ce serait très long. Il y a aussi, malheureusement, ce précédent qui est créé. J'admire ce qu'ont fait les Français au niveau technologique. C'est un événement extraordinaire. Pour nous, c'est une nouvelle frontière qui s'offre à la recherche, à l'archéologie. Malheureusement, ce premier pas n'a peut-être pas été celui qu'il fallait, dans le sens que c'est un exemple qui pourra amener un effet néfaste sur d'autres sites beaucoup plus importants. Dans quel sens? Par exemple, beaucoup de sociétés, je dirais beaucoup, il ne faut quand même pas charrier, quand même quelques sociétés très importantes se préparent à aller dans les grandes profondeurs, comme ça, sur d'autres épaves. Il y a des épaves coulées en Méditerranée ou en Atlantique ou dans les mers du monde qui recèlent des secrets extraordinaires de la vie de sociétés nautiques, de sociétés maritimes. Je parle des Phéniciens, par exemple, des Grecs, des Romains, et qui seront, à l'occasion, détruites. Parce qu'un site archéologique, c'est un ensemble. C'est pas seulement l'épave et ce qu'il y a dedans, mais c'est aussi ce qu'il y a alentour, qui est comme un livre ouvert, qui est là pour nous dire des choses. Et dans ce sens... Est-ce que vous contestez la méthode? De retirer des objets? Non, la méthode dont s'est servie l'équipe française. La méthode, de ce que j'ai vu aujourd'hui, les procédés étaient quand même assez bien. Il y a des procédés qui ne sont pas tout à fait acceptables pour les archéologues et les conservateurs. Mais on s'arrête là-dessus immédiatement. Alors, oui, mais on a un appel de Paris parce qu'on s'apprête à retourner à Paris pour développer une nouvelle hypothèse qui va sûrement vous intéresser au sujet du naufrage du Titanic. Tous nous connaissons la première, qui est celle qui veut que le Titanic ait coulé à la suite d'une collision avec un iceberg. On retrouve Télé Savalas maintenant et ses invités. Lorsque le Titanic plongea sous les flots il y a plus de 75 ans, nul ne croyait qu'on le reverrait jamais, jusqu'à récemment. La plupart pensaient que le Titanic avait été coulé par une voie d'eau longue de 300 mètres provoquée par le contact avec l'iceberg.
En 1906, on avait dit que tous les rivets avaient éclaté, provoquant l'inondation des cales. Pour la première fois, nous avons découvert et photographié les images de la coque du Titanic. Un trou qui s'était produit sur bâbord. Nous passons ici les deux cabestans. Nous descendons le long de la coque. Ici, à la ligne de flottaison, un trou de 35 pieds qui semble avoir été causé par une explosion à l'intérieur de la cale. Pas de tôle arrachée, pas de rivets explosés. Pour la première fois, une vue de l'intérieur de la cale du Titanic. Nous sommes ici 3 ponts au-dessous du pont principal. Une zone très difficile à identifier précisément, bien que des architectes navals aient confirmé, après avoir examiné les plans du navire, qu'il semble que l'on se trouve au-dessus de la soute à charbon, qui se trouverait au bas de cette échelle, ici visible. C'était sans doute ici où se trouvait la poste que transportait le Titanic. Mais les architectes navals disent que quelque chose d'étrange s'est produit. Mais ces images ne nous donnent cependant pas assez d'informations pour parvenir à une conclusion définitive. On sait maintenant que le capitaine Smith savait qu'il y avait un feu et qu'il avait signé une fausse déclaration à Southampton. Et c'est ce feu qui s'était déclaré dans la soute à charbon qui pose maintenant la question d'une éventuelle explosion due peut-être à l'accumulation de gaz de combustion et au déclenchement d'une étincelle provoquée par un court-circuit, ou alors l'explosion de la vapeur qui s'était formée lorsque l'eau froide entra en contact avec le charbon enflammé. Ce soir, nous avons 2 grands experts qui vont nous aider à évaluer. Monsieur Diebel, ancien officier naval, maintenant homme d'affaires à Seattle, à Washington, à qui son père avait raconté une histoire étrange au sujet du Titanic à son retour de France après la Première Guerre mondiale. Bonsoir. Que disait votre père? Il prétendait que le Titanic, en fait, n'a jamais frappé l'iceberg et qu'en fait, il a sombré à la suite d'une explosion qui s'est développée à partir d'un incendie dans la soute à charbon qui brûlait depuis bien avant le départ de Southampton. Il était sergent de l'armée de la Première Guerre mondiale et il avait entendu de première main cette histoire de la part d'un membre de l'équipage sur le bâtiment pour les troupes, le Mercure. Ce marin avait dit qu'il avait été quelqu'un qui travaillait dans la soute à charbon et qui avait survécu au Titanic. Et pendant longtemps, pendant le long voyage, mon père a passé pas mal de temps jouer aux cartes avec cet homme qui insistait pour dire que l'histoire de l'iceberg, en fait, devait cacher la véritable cause du désastre. Et nous avons toujours spéculé que cette couverture, ce masque, c'était à des fins d'assurance, probablement. Merci, M. Diebel, et merci de ces renseignements. Maintenant, le Dr. Robert Essenheim, professeur de génie mécanique à Ohio State University, un expert sur les explosions de vapeur en présence de charbon. Vous avez examiné. Pensez-vous que ce trou a été causé par une explosion? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il y a 2 raisons principales à l'encontre de cette idée. Si l'on voit le trou, ce qui aurait pu produire les gaz se trouve juste à
à l'avant de ce premier entonnoir. Vous pouvez voir où se trouvent les trous sur le modèle réduit et il n'y a pas de coïncidence. La deuxième raison, c'est que si ces gaz étaient présents et qu'ils aient donné lieu à l'explosion, il y a des chutes pour remplir le bunker avec des couvercles et l'explosion aurait simplement soulevé les couvercles et on n'aurait jamais pu faire éclater ces plaques. Ce qui est intéressant, c'est que cet incendie peut avoir un effet beaucoup plus important sur l'ensemble de l'accident que simplement ce qu'il en apparaîtrait à première vue. Il y a eu quelque chose comme 400 ou 500 tonnes de charbon laissées dans le bunker au moment où le navire a sombré. En fait, il avait la capacité de brûler tout le temps. J'ai fait des calculs et je suis parvenu à la conclusion qu'après 4 ou 5 jours à peu près, cet incendie aurait commencé à s'accélérer. Si les sapeurs-pompiers qui essayaient de le réduire et si on pensait qu'il était incontrôlable à ce moment-là, qu'il avait rapporté au capitaine, tout ce qu'il aurait dû faire, c'était de croire qu'il n'arrivait pas à le maîtriser. Et à ce moment-là, il aurait eu deux problèmes. Il aurait eu le renseignement qu'il y avait de la glace qui venait également des renseignements d'un feu qu'il ne contrôlait pas. Et donc là, il avait un problème, une énigme à résoudre. S'il réduisait la vitesse pour éviter l'iceberg, il aurait le risque d'avoir un gros incendie qui brûlerait tout le navire. Mais d'autre part, s'il maintenait sa vitesse, de toute évidence, il avait le risque de frapper la banquise. Et là, évidemment, c'est une drôle de situation où se trouver. Merci beaucoup, professeur. C'est moi qui vous remercie. Les scientifiques ne connaissent peut-être pas et ne connaîtront peut-être pas pendant des années l'origine de ce trou, ses causes, sa contribution au naufrage seront encore sujets à controverse et jusqu'à ce que les Français ne créent le... Eh bien, effectivement, un autre sujet à controverse. Qu'est-ce que vous pensez, M. Bellil, des hypothèses qu'on vient de développer? Est-ce que ce sont des hypothèses nouvelles, tout d'abord? Oui, je pense que c'est des hypothèses nouvelles, mais ce qui m'intrigue peut-être le plus, c'est qu'après le naufrage du Titanic, il y a eu énormément de commissions d'enquête et on a interrogé nombre de survivants. Puis on n'a jamais vraiment entendu parler de cette hypothèse. C'est quelque chose qui planait, mais on n'a jamais pu établir. Ce qui me surprend un peu, c'est qu'une personne a entendu dire de son père qu'il avait rencontré quelqu'un il y a très longtemps. Ça, je trouve ça un peu bizarre comme façon de considérer. Mais c'est évident, comme on n'avait pas le bateau qu'on a fait la commission d'enquête, on n'a jamais pu examiner des visus, quels étaient les dommages, puis comment est-ce que les dommages s'étaient produits. Fait que c'est sûr que, les images qu'on vient de voir, où on voit le trou énorme dans la coque, ça nous fait nous poser des questions. Savoir s'il y a eu une explosion, c'est peut-être une autre chose, mais c'est certain qu'il s'est passé probablement quelque chose. Mais quoi, c'est plus difficile. Commandant Revarque, vous êtes descendu, vous avez vu l'épave. Quelles sont vos conclusions là-dessus, ou vos réflexions? Oui, réflexion mieux que conclusion, parce que d'abord tout ce qui vient d'être dit reste, vous l'avez entendu. Hein, au niveau hypothétique, bien sûr. Au niveau hypothétique. Moi, je crois qu'en fait, le gros problème, si vous savez, quoi qu'il advienne, qu'il y ait eu une explosion ou qu'il y ait eu déchirure par l'iceberg, quoi qu'il advienne, je pense que le problème de ce bateau, c'était un problème de cloisonnement. C'est-à-dire? C'est-à-dire le fractionnement, si vous voulez, du volume intérieur du bateau par des cloisons étanches suffisamment bien disposées longitudinalement, transversalement et étanches surtout vers le haut, de telle sorte que c'est ce qu'on fait sur les bateaux modernes, bien entendu, aujourd'hui, puisque à la lumière de l'expérience, ça a au moins servi à ça. Ça a au moins servi à ça. Eh bien que lorsque les compartiments sont envahis, par exemple, le bateau ne soit pas envahi sur toute sa largeur, ou bien que l'eau ne puisse pas franchir des cloisons par le dessus. Oui, mais on a parlé d'explosion. On dit que l'hypothèse de l'explosion, c'est plausible. Oh, moi, je pense que c'est plausible, oui. Est-ce que vous croyez à l'explosion comme élément initial ou subséquent? Écoutez, élément initial, c'est difficile à dire. Moi, je vois difficilement que ce bateau n'ait pas heurté un iceberg. Il y a tellement de témoignages qui le disent, et il était tout de même dans une zone d'iceberg. On peut tout imaginer, bien sûr. Parce que finalement, cette ouverture, elle était très, très haute au-dessus de la ligne de flottaison. Elle était quand même au-dessus de la flottaison, cette ouverture qu'on vient de voir. Il semble qu'elle soit au-dessus de la flottaison. Et ça pourrait être à la suite d'une explosion qui se fait quand
quand la vapeur créée par l'eau qui atteint les fournaises... C'est ce qu'on peut imaginer. Oui, bien sûr, mais il y a une autre question qui se pose. Le Titanic, semble-t-il, en tout cas, tout le monde semble être d'accord là-dessus, a été averti qu'il était dans un secteur de glace. Il a été averti par le Californian, qui était pas très loin, peut-être à 10 000 nautiques, et le capitaine a continué à rouler à environ 22 nœuds. Est-ce que c'est pas imprudent de la part du capitaine Smith, qui était un capitaine qui avait quand même beaucoup d'expérience, puisque c'était son dernier voyage avant sa retraite? Oui, c'est vrai. Bon, ça, c'est à mon avis. Ma réaction en tant que marin et capitaine au long cours, ma réaction est de penser que c'est imprudent. Je pense que les officiers de quart aussi ont commis des imprudences, mais enfin, il y en a bien d'autres. Si vous voulez, si on rentrait dans le processus d'analyser la navigation de ce bateau, il y a plein de choses imprudentes qui ont été faites. L'explication qui a été donnée tout à l'heure, qui consiste à dire si je ralentis ma vitesse et donc que je suis prudent, eu égard à la présence d'iceberg, je vais, dans l'hypothèse d'un feu, continuer à le faire se développer. Enfin, il y avait là effectivement une position extrêmement difficile pour le commandant. Et donc, ça pourrait effectivement accréditer la thèse, la thèse d'un incendie à bord. Moi, ce que je crois, c'est que les gens étaient extraordinairement confiants, comme on l'a dit tout à l'heure, extraordinairement confiants dans leur navire, leur insubmersibilité. Bref, ils dominaient la mer, l'océan et même les icebergs, et on y allait gaiement. Et voilà, je crois que c'était de l'imprudence caractérisée. Je crois que c'est le parallèle qu'on faisait tout à l'heure avec Challenger. C'est un peu le même cheminement d'erreur et d'arrogance, quoi. Eh bien, merci beaucoup. On retourne une fois de plus à Paris, où cette fois, on se prépare à dévoiler quelques-uns des objets qu'on a ramenés de l'épave. Télé Savalas est en compagnie de Jacques Montluçon, qui est le directeur d'Électricité de France. Et nous recevons maintenant Jacques Montluçon. Vous nous avez amené une bande pour expliquer ce mécanisme de conservation. Avec plaisir. Je vais vous montrer cette mesure extraordinaire faite par des experts de l'Université de Paris. Voilà. Il y a tellement d'objets que nous devons les classer par ordinateur et pour les analyser comme cet étui à lunettes. Ce que nous allons faire d'abord, une analyse sous microscope pour voir quel est l'état des fibres du cuir, après quoi nous allons déterminer le traitement. Voici des papiers, probablement des billets de banque. Et nous les avons à nouveau analysés, nous les avons observés, un peu nettoyés. Et ici, vous allez voir les fibres du papier. Et nous avons décidé de les traiter en utilisant de l'électricité. L'électricité va les nettoyer à fond. Nous allons les mettre dans un champ électrique et ces billets de banque sont nettoyés, mais à fond, comme celui-ci, $1, je pense. La porcelaine et les verres ont besoin simplement d'être lavés, nettoyés très facilement, beaucoup plus facile. Mais les pièces métalliques, comme ce bouton, sont plus en péril. Ici, sous le microscope, vous allez pouvoir apercevoir l'emblème de la White Star, l'étoile blanche, justement, comme d'ailleurs un animal. Et vous voyez la corrosion et le danger réel avec notre traitement. Il ne supportera pas le contact avec l'air, il faut les traiter à l'électrolyse. Et voici traité, le premier bouton traité. La même chose pour ce téléphone. Ce téléphone marin qui est soumis au processus d'électrolyse. Et le meilleur exemple est cette louche, ici, en très mauvais état, comme vous pouvez l'apercevoir, pleine de toutes sortes de choses qui se sont agrégées dessus. Et vous voyez le processus lui-même. Vous voyez immédiatement les impuretés qui vont être éliminées sous vos yeux par l'électricité. Regardez. Elles partent. Après quoi, cette louche pourra en effet être mise en contact avec l'air.
Regardez-la. Et ce chérubin, quelle pièce merveilleuse qui apparemment est en excellent état, mais le métal lui-même est empoisonné et nous devons vraiment procéder à une entreprise de purification. C'est un sauvetage. C'est à cela que nous nous attachons dans ce processus d'électrolyse qui est en train d'être fait sous vos yeux. L'électricité est douce et va nettoyer doucement et enlever les corrosions destructrices à fond. Après quoi, cet ange, ce chérubin, sera sauvé. Good luck, little cherub. Bonne chance, Angelo. Félicitations, Monsieur Montluçon. Voilà un excellent travail. Vous voyez la louche? On dirait qu'elle sort du magasin où on l'a achetée. Quel autre objet avons-nous ici? La cloche. C'est peut-être la cloche qui a sonné l'alarme pour l'évacuation du passager et de l'équipage. Le télégraphe. Il était encore sur avant toute. Le téléphone, qui a sans doute transmis les derniers ordres du capitaine Smith à son équipage. Et devant ce public ce soir à Paris, nous avons la grande chance d'avoir avec nous 4 experts de réputation mondiale. Sabine Bourget, pour les monnaies. Pour le papier monnaie, Yasha Bereziner. Bijoux, Véronique Maharop et Max Pellegrin. Et parmi les articles qui ont été ramenés, 2 présentent un intérêt particulier. Tout d'abord, le coffre du commissaire de bord et une mallette. Nous allons ouvrir les 2 en direct ce soir. Restez à l'écoute et nous verrons ce qu'ils contiennent. Chacun a ses raisons de boire de façon réfléchie, de prévoir une façon sûre de rentrer à la maison après une fête, d'attendre après le travail quand on veut célébrer avec les collègues, et de conserver un mode de vie sain et équilibré. Tout le monde a ses raisons. Pensez aux vôtres. De crème, une touche de crème, comme un goût de velours pour toi que j'aime. Une touche de crème, une touche de crème, une touche d'amour pour toi que j'aime. Une touche d'amour, une touche de crème. Wow! C'est ça ta banque! Allez, viens. Des professionnels comme Marie-André Poliquin, la Banque nationale en compte 11 000, dont près de 600 succursales au Canada. Ces spécialistes vous aident à traiter vos finances personnelles ou vos affaires ici, partout en Amérique, en Europe et aussi en Asie. C'est avec des gens comme ça que nous grandissons dans le monde entier, solides. Allez, on va manger. La Banque nationale, faites-en votre force. Et super ta banque!
Dans le temps des fêtes cette année, j'ai refusé tous les parties. Je peux pas y aller, je suis débordé. J'aime bien mieux rester branché. Radio-Québec a programmé des ben bons films à la TV. Même pas besoin de se déplacer. Joyeux Noël, puis bonne année! C'est bien lui, l'as du Far West, le cowboy des cowboys, Lucky Luke. Une belle surprise de voir ton héros à l'écran avec tout son petit monde de la bande dessinée. Et attends, t'as pas tout vu? Toute la semaine, Radio-Québec te présente d'autres beaux dessins animés. À toi de les découvrir chaque jour. Tour à tour, tu vas retrouver Boule et Bill, Monsieur Magou, Tintin, Astérix et sa bande, enfin des personnages que tu aimes, dans des aventures captivantes et même des histoires d'amour. Ciné-Cadeau, une présentation des rôtisseries Saint-Hubert, de Radio Cité FM 107 et son réseau Télémédia. Ciné-Cadeau, c'est pour toi, tous les jours à 18h30. Comme promis, nous partons à Paris pour un moment que bon nombre de personnes attendent avec impatience, celui de l'ouverture en direct du coffre-fort du commissaire adjoint et d'une mallette retrouvée dans l'épave. Et dans ce coffre, dont les contenus ont été traités par des experts, contenu que nous allons maintenant découvrir avec vous. Soyez prudents. À l'intérieur, la mallette qui est revenue à la surface, ce qui est pratiquement un miracle. Une mallette de cuir qui a survécu à la pression des grands fonds pendant 75 ans. Le moment est venu d'en découvrir le contenu. Qu'est-ce que c'est? Probablement des billets de banque. Ils sont liés. Je reconnais un dollar quand j'en vois un, mais ici, je ne reconnais rien. Il y en a beaucoup. Encore du papier. Une grande tout de suite, par derrière. Gardez-les bien, je vais revenir. Y a-t-il encore de l'argent? Oui, en assez bon état. Ah, voilà un sac. Ouvrez-le. D'accord, voilà. Qu'est-ce que c'est que cela? Voici, regardez. On met tout là-dedans. Il y a d'autres choses. Qui va se charger de cela? Boîte. Boîte. Honneur aux dames. Boîte pour billets, grande. Grande. Still, notes. Some more notes. Encore des billets de banque. Cash. What have you got there, Jacques? Give me a small box. Donnez-moi une petite boîte pour celui-ci. Probably. Let's see the camera see that. Four ties? Yeah. Une épingle à cravate. Une grande. And that's the lid of a box with initials. Et voilà, une boîte avec des initiales. No, it's open. Elle est ouverte. We got initials there? Yeah. Il y a des initiales? Okay. It looks like Oui, un collier. RLB. RLB. Let me bring these things over here. J'ai encore Now besoin you de look papier. at
Yeah, the cash right there. Do you want to be looking at this? Voulez-vous examiner See ceci? what's in there. Voir ce que cela contient? RLB. Une grande box. RLB. This as well. Purse. Small box, please. Une petite boîte maintenant, s'il vous plaît. So you're taking it out of there, are you? Yeah. Yeah. Let's show these up to the camera. On va montrer ceci à la caméra. Shit. That looks like something I lost last week. J'ai perdu ça la semaine dernière, je m'en souviens. Nice coins inside. Voilà des pièces, de belles pièces à l'intérieur. A watch. Une montre. A watch. Put that in here, I guess, with jewels, right? Mettez-la avec les bijoux. Beautiful. Elle est magnifique. Give that to you. Une grande. Bien sûr, du coffre des tas de choses. Here again. Yeah, I guess it needs a lot of cleaning. Ça a bien besoin d'être nettoyé. Absolument. What have we got here? Box. Petite boîte. Huh? Qu'avons-nous ici? Who's going to take care of this? Now, Qui you va take a examiner long cette study pièce? on these things because Vous passez beaucoup de temps à l'étudier. Petite boîte. Petite boîte. as you pull these things out, Jacques, explain this. Monsieur Montluçon, pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? There's nothing, no bottom, you know. Vous savez, il n'y a pas de fond là, regardez. Probablement, c'était une boîte à bijoux d'un type ou d'un autre. Initials here? Pas d'initiales? Yeah. Si, les mêmes, ALB. RLB again, huh? RLB. Put that in here, I Voici une guess. montre. Yeah. Une grande. I'd be. Une grande. Here we go. I want you to examine these things. and Examinez bien ces objets while we take a look at the second safe right now. pendant que nous allons regarder le contenu du deuxième Wow. coffre. Great. And let's see what the Voyons donc maintenant recover safe inside might contain. Would you open this one, please? ce que contient ce deuxième coffre. Jacques. Monsieur Montluçon, No, this is the actual assistant purser safe c'est donc from the Titanic. le which was coffre restored du by commissaire adjoint du Titanic qui a été impossible to believe that it restauré par still EDF. exists. And that's it. Il est presque impossible de croire que le contenu de ce coffre Here existe with us encore, tonight in Paris. mais pourtant il est là devant nous ce soir à Paris. And what do we got in there? Et qu'y a-t-il là-dedans? Looks like a bunch of coins, huh? On dirait une bourse pleine de monnaie. All right, I'll take. That's great. Oh yes. Et nous pouvons ouvrir le sac. Better do it then. Well, 75 years ago, somebody made a. Il y a 75 ans, quelqu'un avait fait un nœud bien serré. En effet. Oh yeah. Old coins. Beaucoup de pièces de monnaie, toutes jaunies. Who's our coin expert? Qui est l'expert numismate? Here we go. Boy. Huh? Now, where's that thing that had the initials on it? Où est cet objet qui est porté des initiales? A name. Il y a même un nom What is the name? Can ici. you see it? Amy?
Amy? Amy. Oui, Amy en petit diamant. And this one here. Ou peut-être Annie. All right. In our computer, we have the name of every passenger Nous on the avons Titanic. dans l'ordinateur la liste de tous les passagers du Titanic. Et à notre retour, nous essaierons d'identifier les propriétaires de ces objets. Et nous vous donnerons les résultats de l'analyse des experts sur ces objets sans prix. Restez à l'écoute, nous vous revenons. Eh bien, messieurs, vous êtes des hommes de science, vous êtes un homme de la mer. Vous avez regardé les dernières scènes assez froidement. Pourquoi? Ben, pour moi, en tant qu'archéologue, c'est un peu de la foutaise, cette dernière scène. Autant j'ai admiré la compétence, la très haute qualité de la technologie utilisée par les gens d'Ifremer et de Taurus. Ici, on voit des choses qui vont complètement à l'encontre de ce que les archéologues, les chercheurs, les conservateurs essaient de faire et d'enseigner au public, même au public plongeur. Un conservateur compétent n'utiliserait jamais, ne manipulerait jamais ces objets comme on l'a vu ici à la télévision. Oui, mais est-ce que le fond de la question, c'est pas justement de se servir du Titanic pour sensibiliser les gens à la recherche scientifique sous-marine? Parce que c'est le Dr Ballard qui le déclarait. Oui, je pense qu'alors, je crois qu'effectivement, on peut adhérer à vos commentaires. Il semble que ce soit un petit peu hasardeux. Je précise que Taurus International n'est pour rien dans cette affaire. Nous ne sommes pas des gens de médias. Il s'agit là d'un show télévisé, n'est-ce pas? En revanche, je pense effectivement que l'expédition qui a été réalisée, les images qui ont été rapportées et les informations, nous n'avons pas fait, comme vous le disiez tout à l'heure, nous n'avons pas fait ni voulu faire œuvre scientifique. Nous n'avions pas la capacité. On aurait pu s'entourer de scientifiques, mais ce n'était pas le but de l'opération. Nous avons fait de l'information. Et je crois que nous avons apporté beaucoup d'éléments d'information et des éléments de réflexion. Je crois que la qualité des images, notre capacité à travailler au fond et par grande profondeur, peuvent donner un développement considérable à l'intérêt que le public, le grand public, devrait porter déjà, mais portera demain aux recherches archéologiques, celles-là scientifiques. Monsieur Bellil, vous m'avez semblé agacé par cette poignée de monnaie là que... Moi, je trouve que c'est un peu du grand guignol. Mais ce qui peut-être me frappe le plus dans ce déballage un peu bizarre d'objets à la face du monde, c'est qu'on vient peut-être d'une certaine façon de tuer le mythe du Titanic. Parce que là, on l'a ouvert son coffre-fort. Le mystère qu'entourait le naufrage du Titanic était en train de disparaître. Et puis, ben, c'est pas d'être nostalgique, mais ça enlève quelque chose qui nous a toujours fait rêver, qui disparaît tranquillement. Quant à la valeur scientifique des objets qu'on trouve là, moi, j'ai l'impression que c'est une poignée de 30 sous. Je veux bien peut-être avoir un grand numismate, mais je vois pas ce que ça va apporter. À part le fait que si vous avez une pièce de monnaie qui vient du Titanic, c'est évident que... elle a toute une connotation qui ne serait pas la même, parce que la même, vous allez probablement en trouver des tonnes en Angleterre identiques, mais... Bien, justement, c'est le temps peut-être de parler de certains objets qui ont appartenu à des gens du Québec. Ah ben oui, on sait que, toujours dans les cales du Titanic actuellement, au fond de l'Atlantique, on pourrait retrouver, si on avait accès aux cales où on avait vraiment les grosses marchandises, on pourrait retrouver des éléments de la raffinerie de John Redpath, qui était à Montréal sur le canal de la Chine. En 1912, il avait commandé à Belfast des machineries pour réparer sa raffinerie et ces machines-là avaient été mises comme par hasard sur le Titanic. On a aussi des choses qui pourraient appartenir à des personnages importants de Montréal de l'époque. On sait que Harry Markland Molson, l'arrière-petit-fils de John Molson, le fondateur de la brasserie très célèbre, on ne fait pas de publicité, mais était à bord du Titanic et il est mort là. Un autre aussi qui est plus ou moins connu, mais qui est connu par ses œuvres, c'est qui n'a pas vu la statue de Champlain sur la terrasse du Franc à Québec? Bien, le sculpteur qui a fait cette œuvre, Paul Chevré, était à bord du Titanic. Mais lui, il a été plus chanceux que M. Molson. Il a réussi à embarquer dans le canot numéro 7. Fait qu'il y a quand même il y a plusieurs points qu'on peut faire avec le Québec et Montréal. En terminant, un bilan de cette expédition. Qu'est-ce qu'on sait sur le Titanic qu'on ne savait pas avant et qu'est-ce que tout ça a apporté? Ben, pour moi, je connais quelques détails supplémentaires. Je crois que, comme archéologue, je vois un défi extraordinaire que nous pose cette expédition d'Ifremer, c'est-à-dire celui des nouvelles frontières en archéologie subaquatique dans les grandes profondeurs.
d'essayer de déceler dans le fond des mers ces vestiges de certaines sociétés maritimes qui nous ont échappé jusqu'ici et qui sont maintenant à la portée des chercheurs grâce à cette technologie extraordinaire que nous a montée Ifremer et Taurus. Au-delà, si vous voulez, il reste que des études. Nous avons fait bien entendu, immédiatement, hein, il y a eu des prélèvements d'eau à cette profondeur qui ont été faits sur ce site, des prélèvements de sédiments, bien entendu, et tout ça va être analysé, mais enfin, ça ne va certainement pas bouleverser la science de demain, hein, c'est clair, mais ça a été fait cependant. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait des prélèvements de la rouille et nous ramenons des morceaux de fer, de métaux, pardon, corrodés, très fortement corrodés, et ça, c'est intéressant du point de vue technologique, car c'est la première fois que l'on remonte des objets qui ont séjourné si longtemps, si profondément sous l'eau dans la mer. Chez Bellil? Ben, moi, je pense que l'aspect probablement le plus positif, premièrement, j'abonde dans dans le sens que Robert vient de mentionner tout à l'heure pour la recherche archéologique. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est le fait qu'on ait fait autant de publicité sur un navire. Je pense que ça rejaillit un peu sur les autres projets de recherche. Moi, en tout cas, je le sais, j'en dirige une fouille, puis beaucoup de personnes viennent nous voir après, puis ils peuvent nous donner des informations. Ça valorise, en fait, notre travail. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est là-dessus que se termine notre émission. On suivra dans quelques instants l'édition du magazine. Au programme, entre autres, un dossier sur les grandes catastrophes maritimes dans le Saint-Laurent. Merci. L'équipe d'Étoile Chrysler s'attaque à la compétition avec des rabais chèques directement de Chrysler. 750 $ sur plusieurs modèles 88 et quelques 87 encore en stock. Des Lancer, des GTS, la nouvelle Le Baron coupé et encore 500 $ sur la voiture K. Les camions Dodge, incluant les Dakota et les Ram Charger, sont aussi de la partie. L'équipe Chrysler attaque en plus avec des rabais chocs jusqu'à 1100 $ pour le choix, pour la garantie et pour une valeur sûre. Voyez un concessionnaire de l'équipe Chrysler sans tarder. L'électricité est associée à tout ce qui fait la qualité de la vie moderne. Quand on y pense, ça vaut le coup. Je me fous du monde entier, de la Voie lactée et du reste. Moi, ce que j'aime, c'est mon McDo. Monsieur le soleil peut se coucher. Ce qui me plaît, c'est un Big Mac, une grosse frite, un petit tour sous les arches. Au clair de moi, je me fous de l'heure qu'il est, du hockey, de la télé. Quand le soir les arches brillent, vous savez où me trouver. Moi j'aime McDonald's. Ceux qui s'intéressent à l'histoire du monde peuvent apprendre beaucoup de choses dans les bandes dessinées. Elles décrivent assez fidèlement comment l'Occident a évolué depuis la dernière guerre. Mythe en stock nous propose une vision de notre société à travers l'humour et la caricature. Un document à voir sur l'étonnant rapport entre la politique et la bande dessinée. Mardi à 22h. Wow! C'est ça ta banque! Allez, viens. Des professionnels comme Marie-André Poliquin, la Banque nationale en compte 11 000, dont près de 600 succursales au Canada. Ces spécialistes vous aident à traiter vos finances personnelles et vos affaires ici, partout en Amérique, en Europe et aussi en Asie. C'est avec des gens comme ça que nous grandissons dans le monde entier, solides. Allez, on va manger. La Banque nationale, faites-en votre force. Et super, ta banque. L'humour à la mode de Pierre Richard. Le revoici dans un rôle taillé à sa mesure avec Gérard Depardieu. Un type avec des rasoirs dans les toilettes. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Il faut appeler la police. Venez. Les hauts et les bas d'un curieux duo. Deux célibataires durement éprouvés dans leur instinct paternel. Bonne détente au Ciné-Cinéma de Radio-Québec avec les compères, mercredi à 22h.
Après avoir tout essayé pour maigrir, Francine se retrouve toujours aussi obèse et désespérée. Dans un moment, la première partie d'une émouvante dramatique de Jacqueline Barrette, Les larmes volées.